d'Ivoire, 8 h en Floride. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voyons ensemble les titres. Une visite de chantier par le Premier ministre de Côte d'Ivoire sur les sites des 5 échangeurs en construction à Abidjan. L'état d'avancement des travaux et l'impact sur les populations. L'objectif de cette visite sur ces projets inscrits au programme présidentiel d'amélioration de la mobilité et de la compétitivité en termes d'investissement économique. Dans ce journal, le focus de ce trésor sur les hommes maquilleurs professionnels, des make-up artistes. Un regard d'homme sur un visage de femme dans cet univers de beauté très concurrentiel et traditionnellement dédié aux femmes. Ils se démarquent à travers leur savoir-faire, mais aussi leur touche personnelle. Et puis, les États-Unis d'Amérique se réveillent et le républicain Donald Trump conquiert la Maison Blanche et devient le 47e président des États-Unis. Il compte 277 grands électeurs et a remporté dans 4 swing states. Il reste des résultats officiels certifiés et tout se dessine pour son comeback à la Maison-Blanche. On en parle tout à l'heure. Nous avons des nouvelles sur le Salon international du contenu audiovisuel SICA 2024. La plateforme ouverte hier pour 3 jours se présente comme une solution pour une nouvelle ère du contenu audiovisuel avec des réflexions sur les innovations, la diversité, mais aussi le nerf de tout projet, le financement du secteur audiovisuel partout en Afrique. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Didier Nguessa. Des réalisateurs, des maisons de production et des chaînes de télévision prennent part au 2e Salon international de contenu audiovisuel SICA 2024. Séries télévisées, films institutionnels ou doublage de films, l'offre est alléchante. RTI Distribution vient d'abord sur ce marché à la recherche d'opportunités, de nouveaux contenus. Ensuite, effectivement, trouver les mécanismes qui permettent de faciliter ce type d'acquisition. Nous avons aujourd'hui l'IA et tout ça qui arrive. C'est un gros marché qu'on doit pouvoir maintenir ici chez nous. Qu'il soit diffusé sur le petit écran ou le grand écran, toute production audiovisuelle a un préalable, le financement, auquel le SICA veut apporter des solutions pour faire de la Côte d'Ivoire le carrefour de l'audiovisuel africain. L'innovation et la diversité ne peuvent prospérer sans un financement adéquat. Il nous faut renforcer notre engagement à soutenir les créateurs et les producteurs en leur donnant accès aux ressources nécessaires pour réaliser leurs projets. Nous devons encourager la collaboration publique-privée et explorer de nouveaux modèles de financement pour que chaque voix puisse être entendue et que chaque récit offert à l'humanité dans un partage altruiste soit perçu comme une contribution de l'Afrique pour rendre le monde meilleur. Le potentiel d'employabilité de l'industrie audiovisuelle sur le continent est énorme, notamment avec les outils numériques, selon le Premier ministre Robert Begré-Mombe. Comme l'atteste le rapport 2021 de l'UNESCO, le secteur de l'audiovisuel emploie environ 5 millions de personnes en Afrique et contribue à hauteur de 5 milliards de dollars au PIB du continent africain. Il pourrait potentiellement créer 20 millions d'emplois et ajouter 20 milliards de dollars au PIB africain si son exploitation est judicieusement conduite. Le gouvernement s'est engagé à aller plus loin dans le développement du secteur de l'audiovisuel, en capitalisant sur notre ouverture et l'attractivité dont bénéficie notre pays ces dernières années. Plusieurs pays, dont l'Afrique du Sud, l'Ouganda, la France, les États-Unis et le Canada, participent au SICA 2024 qui promeut un narratif africain. Et ce sujet sur les grands projets pour la mobilité urbaine à Abidjan, le Premier ministre s'est rendu sur les chantiers des échangeurs d'Akwaba à Port-Boué, du grand carrefour de Koumassi, de l'école de police, du carrefour 9 kg, du carrefour de la Palmeraie, mais aussi du carrefour Faya dans la commune de Cocody. Et les travaux avancent bien et les infrastructures devraient être même livrées d'ici 2025. Jean-Luc Gongbo. Première étape de la tournée, le carrefour Akwaba, où l'échangeur en cours de construction affiche déjà un taux d'achèvement de 85% à fin octobre. Cet ouvrage est inscrit dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité du Grand Abidjan, PACOGA. Son coût, plus de 30 milliards de francs CFA. Le Premier ministre s'est également rendu au Grand Carrefour de Koumassi,
Ici, l'échangeur financé par le Millennium Challenge Corporation a atteint un taux d'exécution de 43%, un projet de plus de 17 milliards de francs CFA dont l'achèvement est prévu en août 2025. Autre arrêt clé, le chantier des 3 échangeurs du boulevard Germain Kofi Gado, anciennement boulevard Mitterrand, lancé en juin 2023 pour un montant dépassant 75 milliards de francs CFA. Ce projet est l'un des fruits du partenariat avec le Japon. À la fin de sa visite, le Premier ministre a souligné l'importance de doter Abidjan de telles infrastructures pour fluidifier la circulation et attirer davantage d'investissements. La seule préoccupation du président, c'est d'offrir des infrastructures parce que la force d'un pays, la bonne santé d'une économie repose aussi essentiellement sur la qualité des infrastructures qui donnent des perspectives d'investissement aux entreprises. S'il n'y a pas de bonnes infrastructures, les entreprises ne viennent pas. Cette visite a été également l'occasion pour le Premier ministre de rappeler la nécessité d'adapter la formation des jeunes Ivoiriens. Et nous voulons demander aux jeunes Ivoiriens aussi de voir qu'avec les grands chantiers ouverts par le président de la République, les opportunités d'emploi sont énormes. Par conséquent, il y a lieu de se les approprier, de sorte à ce que ce pays soit fondé sur des compétences avérées, de sorte à ce qu'on s'approprie le développement de notre pays avec la présence des investisseurs étrangers. Il faut qu'ils trouvent en place des jeunes Ivoiriens bien formés, sérieux et qui acceptent de se concentrer essentiellement sur la formation parce que la différence, c'est la qualité de notre production. Le Premier ministre a notamment salué la patience des populations face aux désagréments occasionnés par les travaux, assurant que ces infrastructures amélioreront durablement la mobilité dans la capitale économique. Il se prépare en Côte d'Ivoire une journée scientifique des femmes chercheuses. Ce sera un cadre idéal pour exposer la vision transformative de la femme chercheur en ce qui concerne la résilience plurielle à adopter face aux changements globaux pour le développement durable. Sarah Tiéméné et Didier Guesson nous en disent plus. Créer une synergie entre les femmes chercheurs de la sous-région et de la diaspora autour des thématiques scientifiques est l'objectif principal de cette 3e édition. Ces 5000 personnes invitées lors de ces journées scientifiques internationales de la femme chercheur viendront pour s'imprégner et mieux encore s'enquérir des résultats des recherches des femmes chercheurs et enseignants-chercheurs. Il y aura des communications affichées, des communications orales, il y aura aussi des conférences, des panels et aussi des expositions des travaux de la recherche. Vous savez que tout ce que les femmes chercheurs font comme activité de recherche, c'est pour le bien-être et c'est au service de la population. Aujourd'hui, nos filles ont acquis quand même des capacités de pouvoir rentrer dans leur monde qui leur était fermé avant. Et nous leur disons à nos enfants, nos filles, faites la recherche. Parce que l'avenir est dans la recherche. Les réflexions porteront sur la résilience plurielle face aux défis du développement durable et la vision transformative de la femme chercheur. Cette 3e édition se déroulera du 7 au 9 novembre à l'Institut des sciences et techniques de la communication. Et des réflexions sur une échelle plus grande de niveau international, cette fois avec ce 2e colloque de la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire durable. C'est un atelier en vue d'une gouvernance optimale de l'UNESCO, une gouvernance qui répond aux défis émergents et transforme le futur des territoires. C'était à Boaké, selon le commentaire de Laure Goretti et Kader Sogodogo. La prospective et le développement de l'Afrique, c'est le thème du 2e colloque international de la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire durable à Boaké. Un colloque qui réunit des experts et chercheurs venus des 4 coins du globe. C'est l'université Alassane Ouattara qui abrite l'événement. C'était pour montrer d'abord que la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire durable est une chaire dynamique compétitive qui va au-delà de la sphère nationale parce que nous parlons de l'Afrique. Le thème, c'est la prospective et le développement de l'Afrique. Cette conférence a ambition d'interroger le développement de la prospective sur le continent et sa contribution dans le développement de l'Afrique. C'est le professeur Alioune Sall, fondateur du groupe de réflexion panafricain de l'Institut des futurs africains, qui anime le thème. S'intéresser à l'avenir et prévoir ce qui peut passer, ce qui peut arriver, réfléchir sur ce qui peut passer, peut permettre d'accroître les marges de liberté dont disposent les décideurs.
Parce que gouverner, c'est d'abord être capable de prévoir. La chaire UNESCO Anticipation Prospective et Territoire Durable existe à l'Université Alassane Ouattara depuis 2022. L'un des défis permanents de nos États reste l'éducation et en Côte d'Ivoire, le gouvernement et la société se partagent les actions d'appui au secteur. À Sakassou, par exemple, des kits scolaires ont été donnés aux élèves des cycles primaires et collèges. Le témoignage de William Skakou et Soro Corona. 300 écoliers et élèves des classes de CP1 à la 3e de la sous-préfecture de Dibri à Sikrou, dans le département de Sakassou, récompensés pour leurs résultats obtenus au cours de l'année scolaire 2023-2024. Ces récompenses composées de kits scolaires et de tableaux d'honneur ont pour but de permettre à ces écoliers et élèves de bien démarrer la nouvelle année scolaire. L'objectif de la société, c'est que les enfants doivent travailler demain, devenir un président, médecin, et puis être peut-être un jour commandant. Pour les bénéficiaires, ce geste constitue une véritable source de motivation, les encourageant à redoubler d'efforts dans leurs études. Je remercie la Fondation pour ce prix d'excellence pour les meilleurs élèves et j'encourage mes amis élèves à travailler comme moi. Awandouli Théophile, inspecteur général de l'État et parrain de cette cérémonie d'excellence, représenté pour l'occasion, exhorte ses filles à préserver et à demeurer des élèves modèles. Il s'agit de célébrer le mérite, l'effort, il s'agit de célébrer la saine émulation et surtout le courage de nos enfants et au-delà des parents d'élèves, mais également des enseignants. Et donc le parrain me charge de transmettre un message de courage aux enfants afin qu'ils puissent s'engager dans le travail, dans l'effort et que leurs parents soient fiers d'eux. La cérémonie de distinction organisée par la Fondation Innocent Kouakou s'est tenue à Mouloukro, dans le département de Sakassou. En Côte d'Ivoire, les organisations sociales sont encadrées dans un cadre plus formel par l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale, une agence qui travaille à former les mutuelles à s'approprier les textes réglementaires communautaires de la mutualité sociale pour une meilleure gouvernance. Suivons ce sujet de Olivier Kra et Godefroy Okambawa. La Côte d'Ivoire compte plus de 60 mutuelles sociales agréées et immatriculées. La maîtrise des thèses juridiques qui régissent ce secteur s'impose. Pour renforcer les capacités des responsables de ces fêtières, une formation est initiée à leur intention. Une initiative de l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale. L'encadrement des mutuelles sociales en Côte d'Ivoire est un domaine relativement jeune. Après quelques années de fonctionnement, nous nous sommes rendus compte que la connaissance même des textes réglementaires posait problème. Et donc, ce n'est pas leur application qui allait être facile. Et c'est cette application qui va permettre aux mutuelles, justement, d'être très profitables pour les mutualistes et leurs ayants droit. Pour que le travail soit bien fait, il faut que les gens soient formés, il faut que les gens sachent de quoi ils parlent. Il faut qu'ils sachent quelles sont les orientations, il faut qu'ils connaissent tous les tests réglementaires, connaissent les règles prudentielles. Donc cette formation est tout à fait la bienvenue. La tutelle encourage des initiatives du genre qui viennent en appui aux actions du gouvernement. Nous évoluons dans un espace commun qui est l'UEMOA. Donc il faut que les uns et les autres s'approprient ces textes-là pour plus d'efficacité dans la gestion des différentes mutuelles. L'appui institutionnel du ministère est toujours accordé à cette structure-là qui est une structure qui relève justement du ministère. Donc c'est un appui institutionnel. L'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale a pour mission d'instruire les dossiers de demande d'agrément des mutuelles sociales et du suivi des mutuelles déjà agréées. Et ce sujet d'intérêt social et sécuritaire avec la circulation des taxis tricycles dans le district d'Abidjan, est-ce pratique pour la mobilité urbaine? À leur arrivée sur nos routes, on y voyait un moyen rapide et accessible de transport, surtout pour les quartiers populaires d'Abidjan. Ils sont vite passés au rang des interrogations, notamment en ce qui concerne la sécurité routière. Les Ivoiriens donnent leur avis dans cette immersion dans la commune de Cocody avec Sarah Tiéméné et Khalil Diomandé. Dans le quartier des Oliviers, à Cocody 2 Plateaux, ces engins à 3 roues, appelés communément ici mototaxis, sont devenus l'un des moyens de transport les plus utilisés. Ce, pour leurs tarifs relativement bas, mais aussi parce qu'ils parviennent à combler l'absence de véhicules de transport en commun dans cette zone.
c'est moins cher. Moins cher, d'accord. 100 francs à 200. Ça nous rend un grand service. Quand on emprunte, on est toujours à l'heure à l'école, ça va. Même s'ils facilitent la mobilité des résidents, ces tricycles font l'objet de nombreuses critiques. Ces chauffeurs-là roulent très mal. À maintes reprises, ils doivent faire ces reproches-là. Bon, ils sont un peu arrogants. Je ne sais pas sur quoi ils comptent. Au Carrefour, si même il y a eu un accident qui s'est passé, une femme avec son bébé. En tout cas, ils font beaucoup d'accidents aussi. Plus loin, dans la commune d'Abobo, l'attitude des conducteurs de moto-taxi est aussi mise en cause. Les 3 roues là, vraiment, c'est vraiment un casse-tête pour nous. Et à chaque fois, ce sont des enfants qui sont sur des 3 roues qui n'ont même pas le permis. Et vraiment, à chaque fois, quand on se plaint, à cas d'un accident, ils prennent la fuite. Chaque fois, accident. Il y a eu un accident sur la route. La vieille voulait traverser la route pour venir à la prière vendredi. Elle a été écoutée, puis elle est décédée. Pour limiter les excès de vitesse et prévenir les cas d'accident, Aziz, commerçant au quartier Banco Mobile, a dressé des dodanes de fortune par endroit. Notre enfant qui dans la cour et court en passant, 3 roues là aussi, on repart doucement. Ça là, on a pris pour les faire ralentir. Face aux nombreux reproches, les concernés se prononcent. Il y a des jeunes qui sont très excités, qui roulent très mal. Et il y a des doyens comme nous, voilà, nous roulons très bien. L'heure de pointe là, tu es obligé de faire vite. Les gens ont tendance à dire non, on roule mal, sinon on roule pas mal. Le permis, on a besoin de ça même. Même nous, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, on a besoin d'aide pour faire permis pour pouvoir acheter dans ça aussi. Au regard de l'utilité de ces engins, certains usagers appellent les autorités compétentes à plutôt prendre des mesures pour une meilleure organisation de l'activité. Je souhaite qu'on mette de l'ordre, quoi. C'est des jeunes aussi qui se débrouillent, c'est normal. Et c'est mieux que le vagabondage. Si l'État pouvait mettre sa main dedans pour les aider à avoir des permis, pour qu'ils puissent rouler dans les normes, si on peut les former, voilà, pour ne pas qu'il y ait des dégâts. En mai 2024, une opération spéciale de lutte contre la prolifération des engins à 3 roues a été lancée dans le district d'Abidjan. Objectif, démanteler les gares anarchiques de mototaxi et y mettre un terme. Voilà un constat d'incivisme sur les routes qui nous rend confortables pour annoncer la sensibilisation à la sécurité routière à San Pedro. Les populations et usagers de la route sont sensibilisés sur la protection des usagers vulnérables de la route. C'était à l'occasion de la 22e semaine de la sécurité routière. On en sait plus avec Sam Conan. Grand marché de San Pedro. Chaque matin, Nikez Kouakou de l'ONG Avis se poste à cet endroit beaucoup fréquenté pour aider les piétons à traverser la voie. La population a du mal à traverser la route. Nous soulevons le panneau pour faire arrêter les véhicules et faire passer les piétons. Il y a une zone qui est très dense et très dangereuse. Il y a parfois même des automobilistes, quand ils arrivent à ce niveau, ils ne se disent pas que c'est un marché, ils ne ralentissent pas. On est obligé de les interpeller pour qu'ils ralentissent. Protection des usagers vulnérables de la route. Le thème retenu pour cette 22e édition de la semaine de la sécurité routière. À San Pedro, les autorités continuent la sensibilisation, comme ici, à la gare routière. On a assez parlé, on a assez sensibilisé. Maintenant, tout conducteur qui va se faire auteur d'une infraction au code de la route, il sera sanctionné. Peu de temps après la sensibilisation, un accident s'est produit au quartier Cité, à une dizaine de kilomètres de la gare routière. La 22e édition de la sécurité routière prend fin le 10 novembre prochain. Voilà, les populations invitées à participer à la protection des civils sur les routes, comme ces méthodes de secourisme qui ont été enseignées à des jeunes volontaires dans la région de Gbeke. Une formation sur la pratique de premiers secours en cas d'accident ou autres différentes techniques d'extinction de feux de friteuse. Un diplôme acte cette formation suivie à la caserne de sapeurs-pompiers militaires de Boaké. Jean-Yves Sadi et Charles Tatou. Remise officielle d'attestation en secourisme à une centaine de jeunes à la caserne des sapeurs-pompiers militaires de Boaké. Cette cérémonie, qui est à l'actif du réseau des jeunes dynamiques de Gbeke, a permis à ses participants de mettre en avant leur engagement et leur détermination à exercer le métier du secourisme avec passion. Pour les organisateurs, il s'agit de renforcer les capacités des jeunes de la région dans le domaine.
La formation en sécurisme et en incendie, pour nous, est une activité qui vise à amener des jeunes de Bouaké et de la Côte d'Ivoire à sauver des vies. Je suis aujourd'hui capable d'éteindre un feu de gaz. Si une personne a eu un accident quelque part, que je suis là, je me crois capable de pouvoir aider cette personne-là à aller mieux. Le représentant du maire de la commune de Bouaké invite les participants à s'impliquer davantage dans les activités de bénévolat et à devenir des ambassadeurs du secourisme. Démarrée par une séance de fitness, cette activité a connu la présence des autorités administratives et des leaders d'associations. Des diplômes de reconnaissance ont été remis aux invités pour leur contribution à l'épanouissement des jeunes dynamiques tibétais. Les projets immobiliers sont en grand nombre sur le territoire ivoirien. Les agents du ministère de la Construction bénéficieront bientôt de logements à Songon, Kassamblé, mais aussi à Anankwa, Kouté. La pose de la première pierre a été le lieu d'insister sur le respect des contrats établis entre les PME constructeurs, mais aussi avec les acquéreurs. Lanciné Bakayoko et Jacob Kinebois. Malgré leur importance dans l'agenda politique, les programmes immobiliers peinent à combler le déficit en logements sociaux, le nombre de logements réalisés présentant un fort décalage avec les objectifs quantitatifs affichés. Au-delà des capacités financières des ménages, c'est le manque de rigueur des PME qui est également en cause. C'est donc l'occasion de dire aux PME ivoiriennes, aux PME nationales, aux promoteurs ivoiriens de redoubler d'efforts. En termes non seulement de gouvernance, mais en termes de capacité technique dans la mise en œuvre de leurs chantiers, en termes de cadence de production, en termes d'action, de lien, de partenariat avec les institutions qui ont la capacité de mobiliser des financements pour financer leurs programmes. Le bon exemple viendra sans doute de Songon Kassamblé et d'Anankwa Kouté, où les agents du ministère de la Construction, du Logement et du Cadre de vie bénéficient de projets immobiliers. Des études menées en Côte d'Ivoire ont prouvé que 97% des travailleurs, aussi bien dans le public que dans le privé, vont à la retraite sans un logement. C'est pour ne pas faire partie de ces 97% que la Mutuelle Générale a entrepris l'ambitieux projet d'initier une opération immobilière sur ce site de 8 hectares à Nguédédou-Est. Le fait de construire cette cité et de la bâtir s'inscrit également dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, qui a fait de l'accès au logement une priorité d'ordre national. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a lancé en juillet un programme d'urgence de construction de 25 000 logements afin d'apporter une réponse au déficit en Côte d'Ivoire. Un déficit de logement estimé à plus de 500 000 qui croît d'environ 10% chaque année. Et nous sommes en novembre et la couleur dominante dans le secteur de la santé, c'est le bleu. Il marque l'engagement dans la lutte contre le cancer de la prostate. Une journée de sensibilisation est d'ailleurs organisée sur ce sujet par la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire, suivant ce compte-rendu de Naomi Mokla et Jean-Marc Djadji. Chaque année, 4 hommes en moyenne meurent du cancer de la prostate en Côte d'Ivoire. En 2020, le ministère de la Santé a enregistré 1600 décès et diagnostiqué 2756 cas de cancer de la prostate. Au regard de ces statistiques, la cellule genre de la JCICI souhaite sensibiliser et lutter contre le cancer de la prostate, premier cancer meurtrier chez l'homme. Cette activité, c'est pour mettre l'accent sur Novembre Bleu, commencer à demander aux gens de se pencher un peu sur le cancer de la prostate. Nous sommes là aujourd'hui pour joindre l'utile à l'agréable, en organisant une activité récréative, mais de sensibilisation d'abord. Donc tous pour Novembre Bleu, pour que le taux de mortalité diminue. Cette journée de sensibilisation du cancer de la prostate et du sein a été l'occasion pour les membres de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire d'initier une séance sportive. Passons au focus de ce 13h sur ces hommes maîtres du pinceau de maquillage. Ils sont maquilleurs professionnels, un métier du grand secteur de la beauté qui les révèle à la société, des make-up artistes au talent indéniable. Et Naomi Mokla et Khalil Diomandé vous les présentent cet après-midi. Regardez. Il a la réputation de sublimer les visages des célébrités à l'aide de ses pinceaux. Anciennement ingénieur comptable,
Willy Tano a choisi en 2010 de se consacrer au make-up, sa passion. C'est vrai que la comptabilité nourrit son homme et c'est une formation que j'ai vraiment aimée. J'ai travaillé pendant 3 ans en société et honnêtement, j'étais pas vraiment à ma place. Je me sentais appelé à faire autre chose. Il n'y a pas de photo quoi. Entre comptabilité et puis maquillage, il n'y a vraiment pas de photo quoi. Et je me sens tellement bien là-dedans, je suis épanoui. Tracé de sourcils et de lèvres, application de fond de teint, des gestes qui peuvent paraître simples, mais à la réalité, calculés au millimètre près. Et comme toujours, Willy s'y adonne avec munitie et amour. Une trentaine de minutes plus tard, la magie s'opère. L'artiste José contemple sa nouvelle facette, tout sourire. Willy, c'est un artiste, c'est pas un simple maquilleur. La manière dont Dieu se concentre et puis il façonne une personne, c'est de cette même manière-là que Willy façonne les visages en fait. Des visages connus comme celui de José, Willy en a fait rayonner une pléthore. Entre autres, l'ex-première dame du Libéria, Marie Duncan Weah, la chanteuse congolaise Dena Moana et la chanteuse mandingue Oumou Sangare. Sur les réseaux sociaux, Willy comptabilise plus de 100 000 abonnés. À vrai dire, c'est quelque chose qui m'a fait réaliser à quel point les gens aimaient mon travail. J'ai le souci du détail et du travail bien fait. Mes finitions sont surtout naturelles et en général, les femmes en Côte d'Ivoire, elles aiment tout ce qui est naturel en matière de maquillage. Voilà, raison pour laquelle on appelle le maquillage star. Au départ réticent, le père de Willy est aujourd'hui fier de son parcours. Il n'y a pas de métier qui est attribué aux hommes et aux femmes. Je ne l'ai pas mis à l'école de l'art, mais il a fait plus que de l'art. Donc, je dis Dieu merci, l'essentiel c'est qu'il se porte bien et que ça marche pour lui. Ils sont de plus en plus nombreux, ces hommes qui franchissent le pas dans le domaine du maquillage, autrefois réservé à la gente féminine. Dans ce salon de beauté à Yopougon Anador, nous retrouvons Christian Zahui, surnommé Zaza, maquilleur professionnel. Contraint de stopper ses études de droit, Zaza s'est reconverti dans ce métier. J'ai fait le droit jusqu'en 2e année et puis après, voilà, par manque de moyens, j'ai dû abandonner pour apprendre un métier. C'est vraiment pas facile en tant qu'un homme d'exercer ce métier-là, parce que voilà, il y a tellement de préjugés. Je me suis donné à fond et le seul conseil que je peux donner à ces personnes qui sont passionnées de se donner à fond, d'aller jusqu'au bout. Depuis 5 ans, Zaza fait son bonhomme de chemin dans le secteur. Son savoir-faire séduit de nombreuses personnes. Ça fait la 4e fois que je viens me faire maquiller par lui. Et sans vous mentir, j'ai été à chaque fois satisfait. Je respecte toujours les teintes de mes clientes, surtout les teintes noires. Donc grâce à ça, voilà, je me démarque des autres maquilleurs. Ma famille est fière de moi. J'arrive à gérer toutes mes dépenses et là, ça fait de moi un homme très très indépendant. À 27 ans, Zaza dirige une équipe de 8 personnes. Déterminé à se positionner comme une référence dans le domaine, il suit des cours de maquillage en spécialité cinéma à l'INSAC. Voilà des maquilleurs qui révèlent les beautés, des hommes qui font dire que la beauté c'est aussi une affaire d'hommes. Nous passons à l'actualité internationale. En Israël, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a limogé hier soir Yoav Gallant, son ministre de la Défense, après des divergences sur la conduite de la guerre à Gaza. Il est remplacé par Israël Katz, jusqu'alors ministre des Affaires étrangères, qui lui promet de vaincre les ennemis du pays. Ce limogeage a suscité des rassemblements d'Israéliens à Tel Aviv hier soir, des populations qui demandent que la priorité soit donnée à un accord sur le retour des otages encore détenus à Gaza. Et ce sujet qui a la priorité, la primauté dans l'actualité internationale, Donald Trump officiellement élu 47e président des États-Unis. Les médias américains l'ont annoncé ce mercredi. La victoire du républicain Donald Trump à l'élection présidentielle aux États-Unis face à la démocrate Kamala Harris. Dès les premières heures, plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont tenu à féliciter le 47e président américain, l'invitant à un partenariat renforcé. Alexis Ouedraogo. Les résultats de la course à la Maison-Blanche entre Kamala Harris et Donald Trump se précisent. Les grands médias américains annoncent Donald Trump en tête. L'ancien président républicain rempile. 277 votes du collège électoral contre 224 pour la démocrate. Une victoire qu'il célèbre avec ses partisans en Floride.
C'est une victoire politique que notre pays n'a jamais vue auparavant. Rien de tel. Je tiens à remercier le peuple américain pour l'honneur extraordinaire qu'il m'a fait en m'élisant comme 47e président et 45e président. Mais nous allons aider notre pays à guérir. Nous avons besoin d'aide. Nous avons surmonté des obstacles que personne n'aurait cru possible. Regardez ce qui s'est passé. C'est fou, non? Déjà, les félicitations se bousculent. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, loue ce mercredi l'alliance inébranlable entre l'Italie et les États-Unis, félicitant le président Donald Trump. Avec elle, le président français Emmanuel Macron, qui se dit prêt à travailler avec lui comme cela l'a été lors de son premier mandat. Le président égyptien, tout en adressant ses compliments, dit espérer une nouvelle page qui s'ouvre, plus de paix et de stabilité pour le Moyen-Orient. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annela Baerbock, déclare pour sa part que Berlin restera un allié fiable des États-Unis. Et voilà, c'est sur ce comeback historique de Donald Trump à la Maison-Blanche que nous achevons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bel après-midi sur RTI 1. À demain, 13h.